Merci beaucoup, Sadr Zadi. Donc, à mon tour, je voudrais remercier les membres du bureau d'enseignement de neurochirurgie. Remercier aussi le comité d'organisation pour le choix du lieu, pour le choix du sujet, qui est très intéressant. Le sujet qui m'a été confié pour traiter aujourd'hui, c'est l'anatomie endoscopique des fosses nasales et de la région cellulaire. Ça me fait un peu bizarre qu'un neurochirurgien parle des fosses nasales devant des médecins ORL. Mais bon, on va présenter surtout l'anatomie endoscopique, ou un petit peu l'anatomie des fosses nasales pour les neurochirurgiens, adaptée un petit peu pour la chirurgie de cette région. L'abord intracrânien, donc en transnasal, ce n'est pas une technique qui date d'aujourd'hui, c'est une technique qui est technique entre guillemets, qui est très ancienne, qui a été déjà faite par les pharaons il y a plus de 2000 ans, il y a 3000 ans. Et ici, on voit un petit peu quelques imageries de momies. Et on voit un petit peu la fosse nasale de la narine droite qui a été augmentée. Et on voit un petit peu quelques images qui montrent le défect osseux au niveau des étages antérieurs. Bien sûr, pour momifier leur mort, les Égyptiens étaient obligés de vider un petit peu le cadavre, un petit peu de tous les viscères, aussi bien du tronc que de l'abdomen, mais aussi de vider le crâne, donc de son cerveau. Donc c'est une voie d'abord, entre parenthèses, donc, qui a été utilisée non pas pour l'ablation d'un adénome, d'un crânio-pharyngiome ou d'un méningiome, mais surtout pour aspirer tout le cerveau, et on voit un petit peu le défect osseux qui est bien fait. Avant de parler de l'anatomie endoscopique, ou plutôt l'aspect endoscopique qui se présente un petit peu aux l'endoscopiste, aux chirurgiens qui abordent cette fosse nasale, un petit rappel rapide. Bon, je ne vais pas tarder un petit peu sur les fosses nasales, sur l'anatomie classique. C'est une fosse ou cavité nasale qui est située au milieu du massif facial, qui présente à décrit 4 parois, 2 orifices, un orifice antérieur, on appelle aussi orifice périforme, tout simplement parce qu'il ressemble à une poire, et 2 orifices postérieurs qui sont les couronnes. Donc sur une coupe coronale d'un crâne, on voit un petit peu la situation exacte de fosse nasale ou de cavité nasale qui présente à décrit, comme je viens de le dire, 4 parois. Une paroi interne qui correspond à la cloison et qui sépare les 2 fosses nasales de façon pratiquement symétrique. Une paroi supérieure au toit des fosses nasales et qui répond directement à l'étage antérieur de la boîte crânienne. Et un plancher qui répond à la cavité buccale. Et 2 parois latérales qui sont les plus importantes, qui sont les plus complexes, et qui le séparent, les fosses nasales, des 2 cavités, des cavités orbitaires et des 2 sinus maxillaires. Bon, on va décrire rapidement, je dis bien rapidement, un petit peu ces 4 parois. La paroi supérieure des fosses nasales et qui s'étend d'avant de la face inférieure ou interne des os propres du nez, en passant par l'épine nasale de l'os frontal, la lame criblée de l'ethmoïde et enfin la partie toute postérieure ou antérieure de sinus sphénoïdal et qui correspond, comme je viens de le dire, et qui répond directement donc à l'étage antérieur et qui laisse passer les filets donc olfactifs du bulbe olfactif. Le plancher qui est osseux, qui correspond au palais dur et qui s'étend d'avant du maxillaire supérieur à l'os palatin, donc en arrière. Donc c'est un petit peu les deux parois, supérieure et inférieure. La paroi interne qui correspond à la cloison qui sépare les 2 fosses nasales, elle est ostéocartilagineuse, un tiers antérieur qui est cartilagineux et une partie postérieure qui est osseuse, avec en haut la lame perpendiculaire de l'ethmoïde et qui s'étend vraiment au milieu des fosses nasales, et tout en bas on a le vomer qui relie la partie inférieure du sinus sphénoïdal au plancher des fosses nasales. La paroi externe qui est la plus importante, la plus compliquée et qui vraiment qu'il faut connaître, qu'on voit ici et qui présente un petit peu des structures osseuses, des apophyses donc osseuses. Et il y en a 3. On peut schématiser ou diviser un petit peu cette paroi en 3 parties. Une partie préturbinale ostéocartilagineuse qui est relativement simple. Une partie turbinale qui est la plus importante et qui correspond au cornet. Les 3 cornets. Il y a le cornet inférieur qui est un os, je dirais, libre, mais qui est fixé au niveau du maxillaire supérieur et d'une partie antérieure de l'ethmoïde, et les 2 cornets, le cornet moyen et le cornet inférieur, qui font partie de l'os ethmoïdal. Sous chaque cornet, il y a les méas, et les méas qui assurent le drainage essentiellement de tous les sinus de la face. Si on enlève ces cornets, bon, qu'est-ce qu'on va découvrir? On voit un petit peu ici la racine d'implantation des cornets, le cornet supérieur, le cornet moyen et le cornet inférieur. Comme je viens de le dire, c'est au niveau de la face interne, ou la partie latérale plutôt de ces cornets, se trouvent des méas, des orifices qui assurent le drainage de tous les sinus de la face. Sous le cornet supérieur,
vous avez ici le méa ethmoïdal qui correspond au drainage des parties des sinus postérieurs, qui est essentiellement le sinus sphénoïdal, et la partie postérieure des cellules ethmoïdales postérieures. Donc, ils sont tous les deux drainés sous le cornet supérieur. Alors que le cornet moyen assure le drainage de tout le reste, donc tout le reste des sinus. On voit ici, lorsqu'on enlève le cornet moyen, on voit le hiatus de cellules ethmoïdales et de sinus maxillaires, et qui assure bien sûr le drainage aussi bien du sinus frontal, des cellules ethmoïdales moyennes antérieures et du sinus maxillaire. Bon, passer rapidement. Ici, on voit un petit peu ce que je viens de dire à l'instant, le drainage de ces sinus. Donc, je le répète encore une fois. Le cornet supérieur qui assure le drainage du sinus sphénoïdal et des cellules ethmoïdales postérieures. Le cornet moyen des cellules ethmoïdales antérieures moyennes et du sinus frontal et du sinus maxillaire. Alors que sous le cornet inférieur, bon, il n'y a pas de sinus. En fait, sous le cornet inférieur, c'est le canal lacrymonasal qui est drainé à ce niveau. Et on voit ici un relief donc, du canal ethmoïdo-nasal. Bon, pour terminer cette anatomie descriptive, donc morphologique, un petit mot un petit peu sur la vascularisation et l'innervation, surtout la vascularisation qui est très importante. Et on voit ici que la vascularisation des fosses nasales, aussi bien la paroi interne que la paroi externe, est assurée par des branches de la carotide interne et de la carotide externe. Vous avez ici la carotide externe qui va donner l'artère maxillaire, puis l'artère sphénopalatine, et qui va se diviser en deux branches, une branche latérale postérieure qui va assurer la vascularisation de la paroi latérale externe donc du sinus frontal, et une autre branche interne postérieure qui va assurer une grande vascularisation, une grande partie un petit peu de la muqueuse de la face interne ou de la cloison nasale. Il y a aussi le système carotidien qui va donner les deux artères ethmoïdales antérieures et postérieures à travers l'artère ophtalmique qui est elle-même bien sûr branche de la carotide interne. Cette vascularisation est très importante, donc on va y revenir tout à l'heure, parce que c'est une vascularisation à connaître et surtout à respecter lors de la chirurgie, surtout si on aura besoin de ce lambeau, donc muqueux, des fosses nasales. Donc on va aborder un petit peu le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un petit peu l'aspect, comment se présente l'anatomie normale, donc des fosses nasales, pour le chirurgien qui aborde cette région par voie endoscopique ou par l'endoscope. En fait, l'aspect ou l'anatomie dépend du type d'endoscope, est-ce que c'est un endoscope à 0 degré ou à 30 degrés, et du niveau où on met l'endoscope, bien sûr, à chaque fois on va trouver une anatomie. Bon, je pense que lorsqu'on pénètre, lorsqu'on aborde les fosses nasales par endoscopique, le plus simple, c'est de commencer par le plancher. Ne jamais entrer et voir un petit peu ce qui se passe en haut, au niveau des cavités. Toujours commencer par le plancher, c'est le meilleur repère, comme ça on ne se perd pas. Et la première structure qu'on voit, on va voir un petit peu les différentes structures qui se présentent d'avant en arrière. Et au niveau du plancher, la première chose qu'on voit, bien sûr, c'est le septum. Ici, je vous rappelle qu'on est au niveau de la narine droite. Donc, le septum, c'est du côté droit. Ici, vous avez le cornet inférieur, surtout sa partie antérieure. Et ici, on aperçoit un petit peu ici le cornet moyen. Donc, ça, c'est la vue qu'on a une fois qu'on pénètre avec l'endoscope au niveau de la partie toute antérieure de la fosse nasale ou de la narine droite. Si on progresse, donc d'avant en arrière, on voit toujours un petit peu le cornet, surtout sa face inférieure. On voit le plancher de la fosse nasale et le septum qui est toujours de l'autre côté. Et ça, c'est un bon repère. Et lorsqu'on progresse au niveau de la base ou du niveau du plancher de fosse nasale, on va trouver d'autres structures. Mais toujours en restant au niveau du plancher pour ne pas se perdre. Et une fois on est un petit peu en arrière, on voit toujours le septum, le cornet moyen qu'on commence à voir, le cornet moyen et une partie du cornet inférieur. Ici, on voit la trempe d'Eustache, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, et les coines, donc qui est l'orifice, déjà on y est arrivé au niveau de l'orifice postérieur des fosses nasales. Bon, ici on met l'endoscope. En fait, ici on place l'endoscope au niveau de la partie latérale du cornet moyen, c'est-à-dire entre le cornet moyen, on s'insinue entre le cornet moyen et la paroi latérale des fosses nasales. Et qu'est-ce qu'on trouve? Bon, on trouve ici ça, c'est pas la cloison, ça c'est la face latérale ou la face externe donc du cornet moyen. Ça c'est le processus insiné ou processus insiforme, qui est une structure osseuse qui est recouverte par une muqueuse parfois épaisse. Et ça c'est la bulle ethmoïdale. C'est quoi la bulle ethmoïdale? En fait, c'est une cellule de l'ethmoïde, surtout de l'ethmoïde
antérieure. Et ça, c'est l'aspect qu'on voit. On n'est pas dans la fosse nasale. Au niveau entre le cornet moyen, sa partie, donc la face latérale, à ce niveau, et le processus inciforme. Toujours en progressant, donc vous remarquez un petit peu le niveau donc, de la vue de l'endoscope. Toujours, on est sorti de la cloison et on voit un petit peu au niveau de la cavité. Ça, c'est le septum, toujours du côté droit. Ici, vous avez le cornet moyen, très important, l'hiatus du cornet moyen. Et ça, c'est la cellule d'aguernasion. En fait, c'est la cellule ethmoïdale qui est la plus antérieure. Donc, vous voyez un petit peu que la vue ou l'aspect endoscopique dépend, bien sûr, de la localisation, là où on met l'endoscope, et surtout aussi bien de l'orientation de l'optique, 0 ou 30 degrés. Un peu plus haut, qu'est-ce qu'on voit? Bon, ici, c'est relativement simple. À droite, vous avez la cloison nasale, bon, qui est le côté médian, et latéralement, vous avez la partie où l'espace nasal, la partie latérale, donc des fosses nasales. En haut, vous voyez le 3, qui est étroit et qui correspond directement, donc qui répond à la langue criblée de l'ethmoïde et qui forme le toit des fosses nasales. Bon, ici, lorsqu'on revient un petit peu en arrière, en haut, bon, on voit ici que ça se projette directement au niveau de la face antérieure du sinus. Sur une vue endoscopique, on a toujours notre repère. Ici, on voit la cloison nasale du côté droit. Ici, vous avez le cornet moyen. Et ça, c'est le récessus sphéno-ethmoïdal, qui est très important et un bon repère, et qui correspond en fait à la face antérieure du sinus sphénoïdal. Et ici, on peut voir l'ostium. Il n'est pas toujours visible. Ça dépend. Il y a des malades où on voit l'ostium, d'autres qui est un petit peu recouvert par une muqueuse. Bon, l'anatomie des fosses nasales, bon, les oreilles le connaissent très bien. Il y a beaucoup de variantes. Il y a surtout des variantes anatomiques. Ça dépend au niveau de la cloison ou au niveau des coronets. Et ça, c'est très important. Donc, avant d'opérer un malade ou avant d'aborder un malade, c'est très important toujours d'étudier l'imagerie de ce malade. C'est bien l'IRM et surtout le scanner en fenêtre osseuse pour voir un petit peu s'il y a des variations, s'il y a une déviation de la cloison nasale qui ne peut pas poser un problème, qui risque d'entraver l'entrée un petit peu de l'endoscope et qu'il faut planifier ça avant l'intervention. On peut aussi avoir une pneumatisation ou une hypertrophie des coronets, surtout le cornet moyen, parfois qui peut être tellement hypertrophique, qui peut bloquer le passage et qu'on sera obligé de faire une turbinectomie juste pour passer. Bon, nous allons voir maintenant l'anatomie. On a déjà vu un petit peu l'aspect endoscopique grossier, si j'ose dire. Et maintenant, nous allons voir un petit peu plus en détail. On va aborder les fosses nasales, donc d'avant en arrière. Ici, on voit un petit peu surtout la structure osseuse, qui n'est pas muqueuse. Et on voit l'orifice antérieur des fosses nasales, avec le septum en haut et les deux narines, donc à droite, à gauche, en fait les deux fosses nasales. La première chose, bon, en haut, en bas, ici vous reconnaissez comme c'est le toit des fosses nasales, ça c'est le plancher. Donc il y a cette structure osseuse qui se détache de l'ethmoïde, de sa partie antérieure, et qui est une autre que la lame perpendiculaire de l'ethmoïde, qui est la lame osseuse, et qui sépare, qui participe à la formation de la partie osseuse de la cloison nasale et qui sépare les deux fosses nasales donc de chaque côté. Ici, plus bas, vous avez l'os vomer, là aussi, qui continue et qui forme, qui participe à la formation de la cloison nasale. Bien sûr, ici, on ne voit pas le cartilage parce qu'on ne voit que les structures osseuses. Ici, vous reconnaissez le premier cornet qu'on entre ici, donc vous l'avez deviné, c'est le cornet inférieur, on le voit ici, et vous avez le cornet moyen, qu'on voit des deux côtés donc, de la cloison nasale. Ici, tout en arrière, vous avez les choanes, donc l'orifice postérieur des fosses nasales. Et ici, vous avez les hiatus, un petit peu, aussi bien pour le cornet inférieur que pour le cornet moyen, le moyen. Et c'est à ce niveau où s'ouvrent les méas et les orifices qui assurent un petit peu le drainage, surtout pour le cornet moyen des sinus, dont je viens de parler, le sinus frontal, ethmoïdal ou le sinus maxillaire pour le cornet moyen. Et à ce niveau, on a parlé tout à l'heure, si vous vous rappelez, c'est à ce niveau où s'ouvre le canal lacrymo-nasal. Donc ici, vous voyez ce relief osseux qui correspond à rien d'autre que relief le canal lacrymo-nasal qui s'ouvre sous le cornet inférieur et qui permet donc la sécrétion, donc plutôt l'évacuation des larmes. Donc on le voit bien ici. Pardon. Donc on le voit bien ici, donc en vert. Donc toujours en progressant donc vers le haut, ici vous reconnaissez facilement cette lame qui est perforée, la lame criblée de l'ethmoïde, qui est située entre les deux cornets moyens. Ici on voit que la structure osseuse.
qui se situe entre les deux cornets moyens et la lame perpendiculaire qui est au milieu. Et on voit un petit peu l'os ethmoïde et son insertion avec la partie horizontale de l'os frontal. Ici, les apophyses ptérygoïdes. Bon, on ne va pas en parler. Ici, vous avez, comme je viens de lire, la lame criblée de l'ethmoïde qui est donc sur l'étage antérieur. Et ici, un peu en arrière, plus bas, vous reconnaissez facilement le sinus sphénoïdal qui ressemble à un nibot ou une chouette, comme vous voulez, avec les deux hosties. Donc, c'est le pluriel d'ostium, avec les deux ouvertures qui sont parfois, qu'on voit sur endoscopie, parfois ils sont recouvertes, comme j'ai dit tout à l'heure, par une muqueuse. Et on voit cette paroi antérieure du sinus sphénoïdal avec cette crête sphénoïdale antérieure qu'on appelle le rostre du sphénoïde et qui est un très très bon repère, un apport très important pour la chirurgie endoscopique et qui est vraiment que nous renseigne toujours sur la ligne médiane pour abord direct, pour rester médian au niveau du sinus sphénoïdal et pour ne pas toucher des structures vasculaires. Donc à ce niveau, on voit le plancher et on voit un petit peu les deux hosties, les deux ostillons plutôt. Sur une vue muqueuse, bon, toujours d'avant en arrière, et on voit un petit peu ici sur cadavre, on voit ici, vous reconnaissez le septum nasal, donc muqueux. Ici, la première structure dont je vous ai parlé, c'est le cornet inférieur, qui est le cornet le plus important, le plus volumineux des cornets au niveau de la face latérale. Et juste au-dessus, vous reconnaissez le cornet moyen avec le hiatus du cornet moyen. Bien sûr, ici, vous avez le plancher et le toit, et je passe rapidement. Ici, c'est le cornet supérieur. Bien sûr, on est obligé d'avancer un peu plus, en arrière pour le voir. Et c'est un cornet qui est relativement petit par rapport aux autres cornets, aussi bien le moyen que l'inférieur. Bon, ça c'est la structure. Ça c'est la structure dont je vous ai parlé tout à l'heure. On l'a vu un petit peu sur l'aspect schématique endoscopique des fosses nasales. Ici, en fait, c'est la cloison. Ça c'est le cornet moyen. Et ça c'est le hiatus du cornet moyen, c'est-à-dire la partie toute interne ou externe par rapport au cornet moyen et qui le sépare de cette structure qu'on appelle donc l'apophyse inciforme ou incinée au processus inciforme. Ici, vous reconnaissez, on peut le voir ici, le relief du canal lacrymo-nasal. En réclinant ou en luxant un petit peu le cornet moyen vers le dedans, on s'insinue entre le cornet, comme j'ai dit tout à l'heure, et le processus inciforme. On voit ici le processus inciforme avec sa partie muqueuse. Et ici, si vous vous rappelez tout à l'heure, on l'a dit, c'est la cellule ethmoïdale ou bulle ethmoïdale à ce niveau, et en fait qui correspond à une cellule donc, ethmoïdale antérieure. On revient aux structures osseuses, juste pour vous montrer un petit peu ici le processus inciforme. Il correspond à un os très fin, à une lamelle osseuse très fine, mais surtout recouverte par une muqueuse souvent épaisse, et qui est très importante, comme nous allons le voir, pour pouvoir aborder le sinus maxillaire ou le sinus de la face et être un peu, je dirais, plus agressif, on est obligé d'enlever un petit peu cette apophyse donc inciforme. Ici, c'est quoi? C'est pas le cornet moyen, c'est la cellule ethmoïdale dont je viens de parler tout à l'heure. Le cornet moyen, il est luxé, il est à l'extérieur, donc on est en dedans, ou plutôt en dehors du cornet moyen, et on voit un petit peu les cellules, la cellule ethmoïdale à ce niveau. Bon, ici je passe rapidement. En réclinant la cellule ethmoïdale, on passe au niveau de ce hiatus, de ce hiatus du cellule ethmoïdale et entre l'apophyse incinée et les cellules ethmoïdales. En fait, à ce niveau, si on récline, on tombe directement sur l'éméa, sur les orifices qui drainent les sinus du cornet moyen, je le dis encore une fois, sur le sinus frontal, ethmoïdal et maxillaire. Sur une vue muqueuse, on voit ici un petit peu les méas, ou les orifices qui drainent. Ici, vous avez l'orifice qui draine le sinus frontal, les cellules ethmoïdales antérieures, et un peu plus bas et en dedans, vous avez les orifices qui drainent le sinus maxillaire. Bon, ici, on va passer rapidement. Bon, lorsqu'on enlève aussi bien l'apophyse inciforme et cette bulle ethmoïdale, on tombe directement sur le sinus de la face, et surtout ici, on enlève l'apophyse inciforme, la cellule ethmoïdale, une partie surtout supérieure et inférieure du cornet inférieur. Ici, vous avez le cornet moyen qui est toujours luxé. Et vous voyez, on a enlevé cette bulle et l'inciforme et une partie. On commence à apercevoir donc la cavité du sinus maxillaire. On voit cette cavité qui est bien ouverte. On voit toujours le cornet moyen qui est là et une partie du cornet inférieur.
Bon, un peu plus en avant, on voit un petit peu toujours la cavité sinus maxillaire et les méas qui drainent le sinus frontal et les cellules ethmoïdales. Bon, ici, je passe rapidement. Ça, c'est la bulle ethmoïdale qui est ouverte, osseuse. On voit toujours, on repère un petit peu la face latérale des deux, la face latérale des fosses nasales et la structure osseuse médiane, la lame criblée de l'ethmoïde. Ici, lorsqu'on a enlevé un peu plus, bon, on a ouvert toutes les cellules ethmoïdales, la partie ethmoïdale antérieure. Ici, je vois qu'on est vraiment latéral ici. Ça, c'est la partie médiane de la lame criblée de l'ethmoïde. Et cette lamelle osseuse, qui est la lamelle donc papyracée, la lame papyracée qui correspond en fait à la limite ou la paroi interne de l'orbite. Bon, ici on a tout enlevé. Bon, ça rappelle un petit peu l'abord des Égyptiens, des pharaons. On enlève un petit peu tout ce qui est au niveau des fosses nasales, aussi bien du côté gauche que du côté droit. Et on aperçoit le cellule frontale qui est ouvert à ce niveau, les cellules ethmoïdales et qui sont limitées de part et d'autre par les orbites. Et on retrouve encore une fois ici la lame papyracée qui est la part interne de l'orbite. Ici, plus bas, ce qui nous intéresse surtout, c'est cette cellule, cette partie antérieure médiane au dépend du corps du sphénoïde, qui est le sinus sphénoïdal, avec toujours sa paroi antérieure, le rostre aux crêtes sphénoïdales. Bon repère osseux, je le dis encore une fois, est très important. En l'ouvrant, on découvre la paroi ou la structure interne du sinus sphénoïdal et bien sûr l'empreinte de la carotide, le canal vidien et le 5-2. On retrouve la cloison et on voit un petit peu déjà ici que ce rostre répond directement au haut, au niveau de la lame perpendiculaire de l'ethmoïde, et en bas, il s'insère ou il répond au vomer. C'est un petit peu la même chose comme on a vu tout à l'heure, mais un peu plus étendue. Et on voit d'avant en arrière l'ouverture des cellules, du sinus frontal en avant, l'ouverture des deux cellules ethmoïdales antérieures, postérieures, donc tout le processus. On a enlevé bien sûr la cloison et ici on a ouvert aussi le sinus sphénoïdal. Donc il y a toutes ces abords et qui restent limités de part et d'autre un petit peu par la limite de cette fosse nasale qui sont les parois internes des fosses nasales. Bon, bien sûr, si on enlève la structure osseuse qu'on a vu tout à l'heure, ça nous donne un abord direct sur l'étage antérieur, sur la face inférieure et interne des deux lobes frontales et en arrière au niveau de l'hypophyse et de ses rapports. Et je vous fais remarquer ici cette espace limbique de sphénoïdal qui est très important et qui est vraiment un repère entre ce qui est le planum sphénoïdal, toute la partie antérieure de l'étage antérieur, et la région cellulaire juste en arrière, rétrochiasmatique. Sur cette coupe sagittale, donc sagittale et médiale, bon, qui passe par le cerveau, par le sinus sphénoïdal, et qui nous montre un petit peu, ici la paroi latérale, on retrouve nos cornées inférieures, moyen, supérieur, ici c'est une vue muqueuse, et on voit ici bien les rapports. Bon, pourquoi je vous montre cette image? Surtout pour voir la partie toute latérale des fosses nasales. Donc toujours sur cette coupe, après avoir enlevé les cornées, l'exérèse des cornées supérieures, moyen, inférieur, on voit cette paroi qui est fine, et qui bien sûr, on trouve les différentes méas qui font communiquer avec les sinus de la face. C'est surtout ces images pour vous montrer les rapports, ou plutôt l'abord vasculaire, si j'ose dire, un petit peu de la paroi latérale des fosses nasales. Ici, sous le cornet moyen, je reviens encore une fois, si on sectionne, on enlève cette partie de la muqueuse, on tombe directement sur le foramen, ce méa qui laisse passer l'artère l'artère sphénopalatine, qui est très importante et qui assure la vascularisation aussi bien de la face interne que de la face externe des fosses nasales et qu'il faut toujours préserver autant que possible, surtout si on a besoin de la muqueuse de la fosse nasale. Bon, ici on trouve cette structure vasculaire. Vous avez la maxillaire interne, l'artère sphénopalatine, le nerf vidien et le 5-2, toujours latéralement. Bon, une chose très importante à connaître, bon, je l'ai déjà dit, je le répète encore une fois, c'est cette vascularisation de cette muqueuse nasale, de la cloison nasale, qui est très importante à connaître et qui va nous servir pour la chirurgie ou pour la fin de la chirurgie. Vous voyez un petit peu cette cloison, un petit rappel concernant sa vascularisation. Si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'elle est vascularisée au niveau de sa partie supérieure par les artères ethmoïdales antérieures et postérieures,
branche de l'artère ophtalmique et de la carotide interne, et la partie toute inférieure, pratiquement les 2 tiers, sont assurés par la vascularisation, par l'artère sphénopalatine, qui se détache à ce niveau, donc au niveau de la partie inférieure du récessus sphéno-ethmoïdal, et qui assure la vascularisation donc d'une grande partie de cette muqueuse. Bon, l'intérêt de cette vascularisation, parenthèse pour la chirurgie, c'est qu'on peut avoir des lambeaux. Bon, ici vous avez un petit lambeau en haut qui est assuré par la vascularisation des artères ethmoïdales, mais surtout un bon lambeau, donc pratiquement les 3/4 des muqueuses de la cloison nasale, qui est assuré par la vascularisation par l'artère sphénopalatine et qu'il faut conserver et qui va nous servir, comme nous allons le voir, pour colmater ou fermer ce qu'on a ouvert. Donc cette membrane, on peut la détacher, s'en servir pour fermer, si on a abordé un petit peu tout l'étage antérieur qui a été ouvert, donc ça peut nous aider à fermer et à colmater la partie de l'étage antérieur. Bon, c'est toujours facile d'ouvrir et de disséquer et d'aborder, mais c'est encore plus difficile de fermer, donc ça vient d'ouvrir, et cette membrane un petit peu qui doit conserver sa vascularisation pour qu'il puisse tenir. On peut fermer l'étage antérieur par cette membrane, par ce lambeau plutôt, qui est la partie antérieure, mais aussi on peut s'en servir pour fermer si on a fait un abord au niveau du clivus, au niveau de la partie toute postérieure, qui peut aider à la fermeture. Je vous montre ici, un petit peu comme résumé, j'ai bientôt terminé. Vous m'avez dit une demi-heure. Avec la discussion, d'accord. Pardon. Donc ici, bon, passer rapidement, on a l'abord des fosses nasales, on a enlevé, la cloison nasale, vous reconnaissez les 2 cornets moyens, le plancher, tout le reste. Ici, on va enlever partie comme ça, on va voir un petit anatomie. Ici, on a enlevé le cornet moyen et on a enlevé donc l'apophyse incinée. On voit la bulle ethmoïdale et on voit le toit de fosse nasale ici. En progressant, on a enlevé donc la bulle ethmoïdale, on a ouvert le sinus ethmoïdal antérieur, le sinus frontal et on garde un petit peu le sinus maxillaire qui est fermé. Sur cette vue, donc juste à droite, vous voyez un petit peu qu'on a tout ouvert, aussi bien le sinus frontal, ethmoïdal, que le sinus sphénoïdal, et vous avez le sinus maxillaire enlevé. J'aime bien cette image parce qu'il montre un petit peu les rapports des sinus par rapport aux cornes et aux structures, et on voit les couronnes donc derrière. Bon, je vais faire un peu plus vite. Bon, je vais parler un petit peu des fosses nasales, mais la région cellaire, lorsqu'on s'intéresse à un adénome hypophysaire ou la chirurgie de l'hypophyse, on n'est pas obligé d'aller farfouiller un petit peu au niveau des cornets moyens. Généralement, on ne fait que traverser cette paroi, donc on va directement tout droit vers le sinus sphénoïdal qui nous intéresse et on doit récliner et avoir juste le passage à ce niveau. Bon, ici le sinus sphénoïdal, on a déjà parlé avec sa paroi antérieure, avec les 2 hosties. On voit sur cette image un petit peu l'ostium, dont je viens avec surtout le rostre sphénoïdal. Les images endoscopiques, bon, c'est jeune. Toujours au niveau de la narine droite, on a le septum nasal, le cornet inférieur, ça à la mission. Un peu plus en avant, on a le coan, le cornet moyen, cornet inférieur et le septum nasal, et surtout le récessus sphénoïdal, qui est très important, qui constitue la paroi antérieure du sinus sphénoïdal, et la partie inférieure émerge l'artère sphénopalatine. Un peu plus haut, on peut trouver l'ostium du sinus sphénoïdal, il n'est pas toujours constant, il n'est pas toujours ouvert, parfois ou souvent il est fermé par une muqueuse. Ici, c'est le sinus sphénoïdal, bon, l'ostium, et ici le rapport de cette artère sphénoïdale, sphénopalatine, qui se détache de l'artère maxillaire interne. Bon, ça c'est la narine du côté gauche, pour vous montrer un petit peu les 2 branches de la sphénopalatine qui assurent la vascularisation de la cloison nasale. Bon, le sinus, l'abord de la selle thyrsique, la région cellaire, le sinus sphénoïdal, lorsqu'on ouvre la paroi antérieure, on passe de l'étape nasale de la chirurgie à l'étape sphénoïdale. Donc on est dans le sinus sphénoïdal. Vous remarquez ici qu'il y a des septa, donc il y a plusieurs septums. On peut avoir 1, 2, 3, on peut ne avoir aucune cloison au niveau du sinus, donc ça dépend d'un malade à l'autre. Et ici on aperçoit la selle thyrsique avec ses rapports latéraux, donc le nerf optique et la carotide et le récessus optocarotidien. Bon, ici on voit mieux, après avoir enlevé la muqueuse du sinus, les rapports de la selle thyrsique avec les 2 carotides de part et d'autre, les nerfs optiques et le récessus le récessus optocarotidien par exemple. Vue endoscopique sur le cadavre, on retrouve les mêmes structures. Ça correspond un petit peu directement au clivus.
la selle turcique, le limbus sphénoïdal dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un bon repère entre la partie infrachiasmatique ou préchiasmatique, et la partie supérieure, le planum du sinus sphénoïdal qui répond directement donc, à l'étage antérieur. Ici, on voit très bien le récessus opto-carotidien, donc latéral. Bon, je passe, on ouvre un petit peu l'os, on a la partie, hypophysaire de la selle turcique, le planum qui aborde directement. Ici, c'est pour aborder tout ce qui est préchiasmatique ou infrachiasmatique, surtout les pathologies tumorales à ce niveau, c'est essentiellement les craniopharyngiomes. Donc j'ai terminé avec ce diapo. Bon, ça c'est un repère très important lorsqu'on aborde un petit peu au-delà de la selle turcique et qu'on s'intéresse à des pathologies tumorales préchiasmatiques ou même au niveau de l'étage antérieur. Et ça c'est très important. Vous voyez, à ce niveau, ça correspond à cette région. Et donc, lorsqu'on ouvre la diuromère ici, on se retrouve donc devant le chiasma infrachiasmatique, préchiasmatique, c'est surtout pour la pathologie crânio-pharyngiome, et bien sûr le planum, ça donne directement au niveau de l'étage antérieur. Donc j'ai terminé. Bon, l'anatomie, je ne vais pas vous le dire encore une fois, c'est très important de connaître, surtout pour les chirurgiens qui s'intéressent donc à cette région, pour ne pas faire des fausses routes et parfois avoir des catastrophes opératoires. Bon, ici, je vous montre un petit peu les différents éléments que j'ai consultés pour vous préparer donc, cette présentation et je vous remercie. Désolé.